Bonjour, je suis surtout très, très contente d'être là en fait. Parfois, dans des fonctions comme celle-ci, on est dans des endroits où on se doit d'être. Et puis parfois, ça fait davantage plaisir. Je vais vous proposer quelques idées, quelques pistes, sans aucune ambition. Ici, certaines personnes présentes savent que j'assume cette fonction de présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence au sein de ce Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le HCFEA, qui est une instance plutôt récente qui a été créée dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et la réalité, c'est qu'il y avait déjà un Haut Conseil de la famille, et puis il y avait 2 agences de l'âge, et qu'un certain nombre d'organisations de droits de l'enfant, mais aussi de professionnels, d'acteurs du monde de l'enfance, de collectifs, posaient un diagnostic de carence dans notre pays d'une instance qui mette un peu de cohérence, qui mette un peu de lien et de sens entre toutes les politiques qui touchent à la vie des enfants pour réduire un petit peu cet état d'enfants en puzzle, en morceaux, de ces politiques en silo que vous connaissez bien. Et je suis également, je continue à travailler en parallèle en tant que psychologue pour enfants et psychanalyste. Alors, ce Conseil de l'enfance et de l'adolescence, d'une certaine manière, cette création est une création courageuse puisqu'il s'agit de créer une instance indépendante et démocratique au cœur même de l'appareil d'État. Et la mission, je vous dis quelques mots quand même, c'est de rendre des avis, de formuler des recommandations sur des objectifs prioritaires de politique, ici donc pour l'enfance, de formuler des propositions de nature, je cite, à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de l'enfance et la bonne prise en compte des questions éthiques. On peut donner des avis sur des mesures législatives, etc. Et nous avons, et c'est très précieux, la possibilité, la capacité de nous auto-saisir. Nous pouvons aussi être saisis par le Premier ministre ou les ministres concernés. Et donc, ce Conseil de l'enfance et de l'adolescence, il a fallu qu'il se découvre en marchant, qu'il existait. Et d'une certaine manière, les membres du Conseil, il y a 66 membres et 12 enfants qui sont associés à nos travaux. Et vous verrez que ça n'est pas neutre. Et les membres se sont lancés dans l'aventure. Et ma foi, au terme de 3 ans d'exercice, nous avons le sentiment d'avoir isolé quelques axes qui vont bien sûr rejoindre la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Très vite, la ligne du Conseil s'est avérée celle-ci. Essayer de faire en sorte que les enfants fassent des bonnes rencontres dans ce pays, dans les services, dans les dispositifs. On parle aussi de services et de dispositifs bien traitants. On parle également de services et dispositifs prévenants. L'idée est de faire une sorte de prévention globale à un métaniveau qui consiste à, avec les outils des politiques publiques, de faire en sorte que les enfants soient placés dans les meilleures conditions possibles pour grandir. Vous voyez que c'est peu ambitieux, c'est une ambition, mais ça paraît anodin. Et évidemment, ça concerne les enfants de la grossesse à 18 ans, et donc ça concerne tous les services et institutions qui les accueillent, les soignent, les protègent, les éduquent, les rééduquent, etc. Alors,
Comment avons-nous pensé ça? Pour les mettre dans des bonnes conditions pour grandir, il faut que nous proposions des orientations, des changements qui soient favorables à leur développement. C'est le premier pied, vraiment, d'appui. Le développement global, physique, affectif, intellectuel et social. Et le deuxième pied, c'est le respect de leurs droits. Les droits étant de deux ordres, je sors là de la matinée de la cérémonie à l'UNESCO, organisée par l'UNESCO et le défenseur des droits, sur le trentenaire de la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a bien sûr la CIDE, mais les enfants ne sont pas que des enfants, ils sont des humains. Et cette CIDE prend sa source dans les droits de l'homme, c'est toujours bon à rappeler, et dans des objectifs internationaux. Et donc, voilà. Alors, on sait que d'autres pays ont avancé un peu plus vite que nous. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye tout simplement de réfléchir à des questions politiques à partir du point de vue de l'enfant, en fonction des repères dont nous disposons dans l'état des connaissances, et j'y reviendrai, pour son développement, et de la mise en œuvre des droits, tous les droits. Un point sur l'origine et la création, ça n'a pas été aussi simple que nous le pensions de créer un conseil de l'enfance et de l'adolescence, parce que nous sommes dans un pays qui s'est bâti sur une considération forte, un investissement fort dans les politiques de la famille, d'une part, et un investissement fort dans les politiques de l'éducation, essentiellement l'éducation nationale, d'autre part. Et que de ces deux investissements majeurs, finalement, naît une sorte de face-à-face entre ces deux institutions, qui est de plus en plus un face-à-face tendu, tant aussi bien la famille que l'école sont dans l'incapacité à faire varier, à moduler les déterminants qui pèsent sur le devenir des enfants, et notamment les déterminants sociaux. Et finalement, l'un des premiers rapports que nous avons instruits avec les membres du Conseil, c'était un rapport qui s'appelle « Les temps et lieux tiers des enfants et des adolescents, hors famille et hors école ». C'était, je l'ai présenté comme ça, quelques mois après, pendant que nous travaillions, c'était, je me suis rendu compte, le crash test du Conseil de l'enfance. Soit nous pouvions avancer en pensant comme ceci, c'est-à-dire considérant que l'enfant n'est pas que le récipiendaire des politiques de la famille ou de l'éducation telle qu'elle est pensée par l'école, et que donc l'enfant a une vie qui est une vie dans ces espaces et ces lieux tiers où l'on peut faire l'hypothèse que les politiques peuvent les soutenir, ces temps et lieux tiers. Pourquoi faire une hypothèse comme celle-ci? Tout simplement parce que nous savons que dans ces... Je vais déjà vous donner un chiffre. Les temps des enfants, c'est 33% du temps dédié à la scolarité. Et c'est 32% du temps de faire en famille. L'INSEE nous a aidés à faire ces chiffrages qui étaient inédits. Et évidemment, on a enlevé le sommeil, le brossage des dents, etc. Et ces temps et lieux tiers, c'est-à-dire les déplacements, les jeux, les activités, le périscolaire, l'extrascolaire, etc., c'est 25% du temps des enfants. C'est donc un troisième éducateur de l'enfance. Et ce troisième éducateur de l'enfance, nous l'avons travaillé... je vous laisse regarder le rapport, mais nous l'avons travaillé à partir d'une idée simple, qui est que le fatum des déterminants sociaux, familiaux, médicaux, je le disais tout à l'heure,
peu réorienté, peu incurvé par les trajectoires scolaires, eh bien ce fatum a peut-être une chance d'être déjoué si l'on propose aux enfants de faire de bonnes rencontres dans des relations, sous des regards où les attentes sont différentes vis-à-vis d'eux que celles de la famille et de l'école. Et donc, je crois que c'est un moyen aussi de réaliser, par exemple, on a fait des diagnostics et nous nous sommes rendus compte que 80%, 8 enfants sur 10 ont un contact avec des activités sportives, par exemple. On voit bien que des politiques sur le long terme, investis, etc., payent. Mais simplement, on tombe à 4 sur 10 pour la culture. Et là, merci Sylvie Octobre. On s'est beaucoup appuyé sur vos travaux, mais on a travaillé aussi avec le ministère. 4 sur 10. Et puis après, on tombe sur 1 sur 10, et en faisant les fonds de tiroir, sur les sciences et technologies. Et ça nous revient en boomerang. Au moment où les enfants et les jeunes prennent la parole et s'expriment comme ils sont en train de le faire actuellement sur la transition climatique, eh bien, nous voyons comment cette carence dans la transmission aux enfants d'outils pour penser et pour avoir un libre arbitre, les moyens d'un libre arbitre de pensée, eh bien, ces outils ne sont pas fournis. Et qu'on a d'un côté les fake news et de l'autre côté des enfants qui peuvent penser que finalement la Terre tourne peut-être pas autour du Soleil. Hein. Alors, on a mis dans les priorités, trois choses, qui sont pour nous des porteurs de réduction d'inégalités. Tout d'abord, la place de l'enfant dans l'espace public. La circulation, où sont-ils, que font-ils dans tous ces entre-deux quand ils sont dehors? On est parti simplement d'un besoin des enfants qui est le besoin d'être dehors, le besoin de jouer, le besoin de voir des copains, le besoin d'être libre. Et finalement, ça c'est une première entrée assez centrale puisqu'on sait que la socialisation, et vous êtes ici autour de ces questions de politique et de sociologie de l'enfance, la socialisation, c'est un des leviers de transformation possible du parcours des enfants. Et nous avons aussi placé dans les priorités bien sûr les vacances collectives avec des propositions de bonus, de systèmes de financement, etc. pour essayer de redonner un petit peu de mixité sociale sur les temps de vacances. Et nous avons un axe fort qui est l'engagement des enfants, ce que nous avons appelé l'enfant acteur social. C'est l'engagement des enfants, engagement solidaire, engagement humanitaire et engagement environnemental. Nous étions précurseurs puisque tout ceci s'est fait en 2017 et on voit comment la question environnementale est importante. Alors, tous les gouvernements ont voulu lutter contre l'illettrisme, contre les pathologies, la délinquance, l'échec scolaire. La question, souvent, c'est comment? Comment? Et à partir de quels présupposés? Alors, je voudrais revenir sur ce point-là. On s'appuie... peut-être que je vais le prendre autrement. Oui. On a comme repère pour travailler la plupart du temps, quand on essaye de faire une politique qui s'appuie sur les enfants, du point de vue des enfants, dans l'appareil techno, il y a un outil qui s'appelle les indicateurs de bien-être des enfants.
Ce n'est pas aux universitaires ici présents que je vais dire combien cet indicateur est imparfait. Il est le fruit de production de travaux internationaux tout à fait nécessaires. Et finalement, cette notion de bien-être nous emmène toujours vers cette couleur un peu rose dans les politiques publiques et l'idée que nous pourrions être producteurs de bonheur. Et ça nous conduit à ces formes de pensée plutôt positivistes. Le bonheur viendrait-il de mesures rationnelles, y compris de rationalisation des budgets, pour pouvoir les mettre au bon endroit, nous dit-on toujours. Et puis, cette économie du bonheur, cette psychologie du bonheur, cette sociologie du bonheur, elle a aussi donné naissance à des terminologies comme l'égalité des chances. Vous soulevez dans vos travaux, en tout cas dans l'annonce, l'argument du colloque, comment la question de l'enfance retravaille la problématique des inégalités et inversement, comment la problématique des inégalités retravaille la question de l'enfance. Eh bien, je suis quand même assez frappée de voir qu'on évite la notion d'inégalité et qu'on propose plutôt le concept d'égalité des chances. C'est assez troublant. C'est assez troublant parce qu'il y a un autre concept aussi qui vient faire écran, c'est le concept de diversité. Alors, moi j'ai un repère, c'est dans les luttes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, quand on a réussi à convaincre un peu le monde du travail, eh bien ça a donné naissance à des responsables diversité qui sont venus en place des responsables égalité. Alors, ça soulève une question qui est: est-ce que l'on doit penser les inégalités par le biais des distinctions, par l'outil conceptuel de la lutte contre les discriminations, hein, la Convention internationale des droits de l'enfant porte cette dimension-là, et comment ces concepts gomment des mots, effacent des mots dans la syntaxe, comme les mots injustice. Et dans nos travaux, nous préférons, dans les rapports du Conseil enfance, écrire les mots « égalité entre tous les enfants » plutôt que de parler d'égalité des chances. Parce que d'une certaine manière, l'égalité des chances est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat. On sait aussi que cette notion d'égalité des chances, elle a pour origine l'un des principaux arguments en politique publique, qui est l'investissement social. Je fais partie des gens qui se bagarrent depuis plus de 30 ans pour qu'on prenne en considération l'importance des premières années de la vie des enfants, la petite enfance. Et on voit bien comment on est passé d'une totale ignorance de ça à un cadre national aujourd'hui dans notre pays, le cadre national pour l'accueil du jeune enfant. On est dans un pays qui a créé des modes d'accueil pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes en considérant qu'il fallait faciliter la conciliation. Et puis on est aujourd'hui dans un moment important, le président de la République l'a rappelé ce matin, où une commission travaille sur les 1000 premiers jours de vie des enfants. Alors je reviens sur le comment. Je vous disais que les gouvernements ont tous, année après année, les uns derrière les autres,
chercher à lutter contre des problèmes, et on en arrive avec cet investissement social à l'idée qu'il faut commencer très tôt. Alors il faut tout faire très tôt, tout. Hein. Et finalement, la question, c'est comment faire en sorte de s'occuper au mieux des très jeunes enfants, d'ouvrir, en tous les cas, de ne pas refermer tous les possibles dont ils sont porteurs. Mais voilà, intervenir tôt, oui, mais peut-être pas toujours comme ça, vu certaines propositions. La question de la surveillance de la grossesse, oui, mais peut-être pas tout à fait comme certains le voudraient. La question de la qualité des modes d'accueil, oui, mais pas n'importe comment. Nous avons instruit un rapport sur la qualité affective, éducative et sociale des services d'accueil de la petite enfance. Et finalement, les membres du Conseil, à un moment donné, ont arbitré entre des propositions qui vont dans le sens des certifications et en appui sur le médico-sanitaire et le social, ou bien des repères, les 48 repères qu'on a isolés, qui prennent appui sur les compétences des professionnels, sur le travail avec les familles, sur la place réservée à la liberté et au rythme des parcours de développement des enfants, etc. Vous voyez bien que ce sont des options. Et finalement, en quoi ça rejoint cette préoccupation que vous avez des inégalités, que nous avons des inégalités? Eh bien, nous nous apercevons que plus nous sommes dans des dispositifs, systèmes et régulations rationnels, avec des possibilités de mesurer, évaluer, etc., plus il faut des indicateurs précis, et plus ces indicateurs précis passent à côté de l'essentiel. Et je peux vous donner des exemples. Sur un territoire est en cours une amélioration de l'accueil dans un service. Et au bout de 2 ans de travail avec des consultants, etc., une des propositions, ça a été que les professionnels de ce service soient équipés de postes de téléphone mobile. De telle sorte que, quel que soit l'endroit où ils sont dans la structure, ils puissent être disponibles pour accueillir les appels. Le résultat, c'est que tout le monde pouvant répondre au téléphone, il n'y a plus besoin de quelqu'un à l'accueil qui ouvre la communication, qui reçoit en chair et en os les femmes, les hommes, les bébés concernés par ce service. Voilà. Mais sur le papier, ça c'est mesurable, parce qu'on a le nombre de téléphones, le nombre d'appels reçus, le nombre d'appels auxquels on a répondu. Alors que la transparence d'une personne qui va rester assise dans une salle d'attente ou qui va prendre le temps de regarder un enfant et de rire un peu avec lui ou ses parents, eh bien ça n'entre pas dans ce qu'il faudrait dans les pilotages de politique. Et là, il s'agit d'une structure qui cherche à pouvoir répondre au mieux, puisqu'on a un problème de population qui n'accède pas à nos services et à leurs droits. Eh bien, on voit comment, au nom de la réduction des inégalités, au nom de l'accès aux droits, au nom de la qualité des services, à partir du moment où on pense avec des méthodologies qui ne laissent pas filtrer, ne laissent pas d'interstice à de l'improvisation, de la créativité, de ce que peuvent proposer les professionnels ou les acteurs à partir de leur subjectivité. Eh bien, si on continue sur des outils comme ça, ce sont aussi des outils qui se méfient de la subjectivité humaine. Or, dans le travail, de l'éducation, du soin, de la santé, de la rééducation, etc., dans les services qui accueillent des enfants et leurs familles, la subjectivité, c'est le principal outil de travail. Ça se travaille après, hein, mais
Voilà, je vous livre un peu toutes ces questions. Donc le bien-être de qui? C'est curieux de voir monter cette passion des indicateurs de bien-être à un moment où dans ces pays, là je fais référence à des réflexions au niveau européen, il y a une sorte de malaise sociétal grandissant, une perte de confiance en les discours et en l'action publique. Et puis, sur ces inégalités entre les enfants, on bute sur un point qui est que la place de l'enfant, elle est paradoxale, et puis l'ambivalence à l'égard des enfants, elle est structurelle. Elle est chez les parents, elle est chez les professionnels qui s'occupent des enfants, et elle est dans les faiseurs de politique publique. Je me confronte à une suite d'actes manqués chez mes interlocuteurs, les mieux intentionnés, qui tout d'un coup oublient la réunion, nomment les services, les gens présents, et oublient de nommer les services de l'enfance. Enfin, il y a comme une sorte d'angle d'absentéisation de l'enfant dans ces espaces où on pense les politiques publiques. C'est très curieux. Il y a un discours, et on a eu 4 heures là, à l'UNESCO. Heureusement, il y avait plein d'enfants qui intervenaient, parce qu'il y a eu une jolie consultation des enfants organisée par la Défenseure des enfants, mais c'était extraordinaire de voir tout ce bien qu'on peut vouloir aux enfants et comment les enfants qui étaient là et qui interpellaient les personnalités qui montaient à la tribune pour leur répondre, eh bien, les adultes qui montaient à la tribune ne commençaient pas par répondre aux enfants, mais commençaient par dire ce qu'ils avaient prévu de dire. Et comment dans leur pays on fait tout ça, et comment dans notre pays on fait tout ça. Il y a partout, on nous dit il faut écouter les enfants. Alors, juste un point. Du côté des inégalités, les enfants qui représentent, les enfants et les jeunes, on est en train de boucler un rapport, ne sont pas représentatifs de la population. D'abord, il y a plus de filles que de garçons, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on a quand même plutôt des enfants qui s'impliquent et qui s'engagent et qui sont des enfants vivant dans des conditions de vie plutôt correctes. Alors, je voulais aussi vous dire autre chose. Il y a aussi dans votre texte de proposition de travail la question des temps. Alors, si on se réfère au statut dans notre pays de l'enfance, c'est de la grossesse à 18 ans. On est en appui sur la Convention des droits de l'enfant. Il y a, vous le savez, je ne vous apprends rien, un rapport au temps qui est assez malade dans la période où nous vivons, avec des accélérations et avec en plus des illusions que si on fait vite, si on apprend vite, si on se développe vite, je parle des enfants, alors ils vont être plus forts, plus intelligents, plus doués. Et c'est une violence faite aux enfants. Le mélange d'exigence, de performance et de rapidité, c'est une violence faite aux enfants, et c'est une violence d'autant plus forte sur les enfants qui ne sont pas dans des milieux, dans des conditions de vie où on les porte. Juste quelques éléments sur la pauvreté et également une remarque sur les mots. Vous avez sûrement abordé, je ne vais pas vous livrer des chiffres, mais quand même,
parmi les populations pauvres, les enfants sont plus pauvres que les pauvres. Vous regarderez les rapports du HCFEA. Et puis, ils sont plutôt... Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Nous avons une stratégie de lutte contre la pauvreté qui a mis un spot très puissant sur la petite enfance. Hein? Et l'idée, c'est le terme utilisé, c'était éradiquer la pauvreté dès la petite enfance. Éradiquer la pauvreté des enfants, voilà. Éradiquer la pauvreté des enfants. Vous vous rendez compte que c'est d'une... éradiquer la pauvreté des enfants, ça veut dire que nous considérons que ce sont les enfants qui sont pauvres. Et pas que ce sont des enfants qui vivent dans des familles ou dans des institutions dans lesquelles... qui vivent avec des gens qui ont été mis en condition de pauvreté. Ce n'est pas du tout la même logique de pensée. Et on voit bien comment, si on pense comme ça, on omet des choses. On sait par exemple qu'ils vivent plutôt dans des familles monoparentales et que les plus pauvres de ces familles sont celles pour lesquelles le parent est un parent qui a été sorti de l'emploi. Alors on a deux façons de faire. Soit on cible des dispositifs et on dit qu'on va, c'est le cas d'ailleurs, on va pousser l'entrée de ces enfants dans des crèches, dans des modes d'accueil, avec des bonus mixité sociale, ou pour ce qui est des enfants en situation de handicap, des bonus handicap. Soit on va chercher d'où ça vient qu'ils se retrouvent dans cette situation. Et là, dans la lutte contre la pauvreté, on n'a pas du tout parlé de ce décrochement du marché de l'emploi auquel se retrouvent contraintes des femmes, sachant que nous avons pu mettre en évidence que un certain nombre d'entre elles sont sorties du monde du travail faute d'avoir pu trouver un mode d'accueil. Donc vous voyez que d'un côté on peut choisir d'essayer de pousser l'entrée dans des crèches et voire de cibler des familles dont on dit qu'elles sont inactives et qu'elles ne socialisent pas leurs enfants et qu'il faut absolument que les enfants qui vivent dans des familles pauvres, immigrés, etc., entrent dans des collectivités très tôt parce qu'il faut qu'ils apprennent la langue, parce que c'est un moyen de leur donner des chances, ce qui n'est pas faux, hein, mais aussi pourquoi, dans le même temps, on ne s'est pas équipé de modes d'accueil suffisants en variété et en nombre pour que on puisse aller vers ces familles en leur proposant des choses que nous avons, plutôt que d'aller vers ces familles en leur proposant des choses que nous n'avons pas. Et peut-être, voilà, je crois que j'ai envie de terminer sur cette provocation et vous dire que la question, enfin ce qu'on essaie de faire dans ce conseil et ce que vous faites dans ce colloque, c'est de croiser les regards, les approches, et puis de revisiter les concepts avec lesquels on opère. Les concepts avec lesquels on opère dans la recherche sont à reprendre si on se place du point de vue des enfants, mais les concepts avec lesquels on opère dans les politiques publiques aussi. Voilà. Et puis nous, ce qu'on essaye de faire, il y a ici des membres du Conseil, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire basculer la question, parce qu'en général, la question qui est posée, c'est à quoi ça sert et combien ça coûte, hein, vers une question, ça a du sens et comment on peut le faire. Voilà, merci.